Bonjour, donc je me présente, je suis le docteur Mann et je vous remercie d'abord de nous avoir accueillis en nombre, déjà en nombre dans le public et puis nous, en nombre, enfin petite équipe, mais nous sommes qu'un reflet de notre grosse équipe, donc de l'hôpital Rothschild. Donc au préalable, peut-être une présentation. Donc l'hôpital Rothschild, qui est situé à Paris dans le 12e, qui dépend des hôpitaux, assistance publique hôpitaux de Paris, est un hôpital dans lequel on travaille depuis pour certains plusieurs années, d'autres plus récemment. On a la chance d'avoir un établissement assez neuf puisqu'il a été reconstruit, on a aménagé en 2010, mais c'est un établissement beaucoup plus ancien et la collaboration avec l'Institut de myologie et le fait de travailler sur les maladies neuromusculaires est bien sûr plus ancien que l'accès dans ce nouvel établissement. Mais ça nous permet de travailler dans des locaux agréables et encore assez récents. Il y a un petit problème technique de diapo, excusez-moi. Donc, on vient en fait en petit nombre de l'équipe, en sachant que il y a beaucoup d'intervenants pour lesquels on va parler à leur place. Et l'équipe, en fait, moi je suis un des médecins du service du professeur Toumi. Je suis venue avec 2 kinésithérapeutes, une ergothérapeute, mais bien entendu, il y a d'autres intervenants puisque la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Et il y a d'autres intervenants pour lesquels on dira un petit mot, que sont les assistantes sociales, les psychologues, les orthophonistes et la responsable de la balnéothérapie, qui n'est pas une kinésithérapeute, mais qui est ce qu'on appelle une APA. Voilà, qui est dans la filière des professeurs d'éducation physique. J'attends de voir si j'ai les premières diapos. Bon, c'est pas grave, je continue. Donc, pour continuer dans la présentation de l'établissement, donc c'est un établissement où nous avons à la fois des lits en hospitalisation complète et des places d'hôpital de jour. Il y a 60 lits d'hospitalisation complète qui sont bien sûr ouverts à un ensemble de prises en charge, toutes pathologies confondues, et on a un hôpital de jour avec 8 patients jour qui sont plutôt effectivement des patients qui présentent des pathologies neuromusculaires, dont la FSH. Que la prise, ah ben voilà, parfait. Bon, ben face à la, voilà, bon, c'est la liste, c'est ce que je vous ai déjà dit, face à la diapositive suivante. Voilà. Donc la prise en charge que l'on va proposer aux patients porteurs d'une maladie neuromusculaire comme la FSH va bien sûr être d'abord introduite par une évaluation médicale pour fixer des objectifs et ensuite la prise en charge des différents intervenants, et je redis le mot multidisciplinaire qui est important, va d'abord consister à faire une évaluation et des bilans pour fixer des objectifs bien sûr qui sont fixés en accord avec le patient, puisqu'il y a les objectifs du patient, il y a les objectifs de l'équipe, et il faut qu'il y ait une adéquation, bien évidemment, entre les objectifs du patient et de l'équipe pour que justement on puisse travailler ensemble. Et que cette prise en charge rééducative, on peut faire la comparaison avec une prescription médicamenteuse. Toute prescription, que ce soit médicamenteuse ou de rééducation, c'est une prescription avec évaluation, objectif, surveillance de traitement, analyse des résultats, et donc c'est une prise en charge médicale et paramédicale au même titre qu'une autre prise en charge. Le séjour de rééducation qui va être proposé et qui va vous être présenté, que ce soit en hospitalisation complète ou ce qu'on appelle en ambulatoire, c'est-à-dire en hôpital de jour, va bien sûr répondre à la même organisation, c'est-à-dire que il y a à la fois un objectif de rééducation, c'est-à-dire d'essayer de corriger, mais aussi de réadaptation, de façon à compenser des choses qui ne sont pas corrigeables. L'objectif final étant bien sûr de maintenir l'insertion, ou de réinsérer, et surtout de maintenir l'autonomie, et l'autonomie par rapport à la vie quotidienne, vie professionnelle, vie sociale, et autonomie dans sa propre prise en charge, puisque nous n'avons pas vocation à prendre complètement en charge tous les patients, et que justement, c'est surtout une guidance, et d'essayer de donner les armes, de donner les outils pour que, quel que soit le lieu où on vit et les possibilités d'accès aux soins, puisque bien entendu, on peut être loin d'un établissement, il y a des professionnels paramédicaux qui sont des villes qui sont richement dotées, d'autres qui sont moins richement dotées de différents intervenants. Et donc l'objectif, c'est aussi surtout de rendre le patient complètement autonome par rapport à sa propre prise en charge. Et c'est pourquoi on va vous présenter un petit peu le principe de base de ce que l'on propose aux patients dans le service.
Et je vais laisser la parole donc à mes deux collègues kinésithérapeutes qui vont vous parler plus précisément de la prise en charge en kiné. Merci. Donc, je vais vous présenter une partie. Vous voulez le micro? Oui, vous voulez le micro. Bon, alors je vais laisser. Une partie de la rééducation, en sachant que mon collègue présentera l'autre partie. Donc, la prise en charge de la myopathie FSH en kinésithérapie, évidemment, elle commence par des bilans. Donc, on sait que la myopathie FSH, il y a des déficits musculaires qui vont entraîner des difficultés d'équilibre, des difficultés de transfert, des difficultés de marche et des douleurs. On va essayer de travailler à Rothschild sur tout ça, en sachant qu'à partir du moment où on a toutes ces difficultés, on diminue son périmètre de marche, on diminue ses activités, et au bout du compte, on aura un déficit d'endurance. Et donc, tout commence par l'équilibre statique. L'homme tient debout. Donc, la définition de l'équilibre statique, il est là, vous pouvez la lire. Et évidemment, c'est impossible chez l'homme, puisqu'on subit plein de facteurs exogènes ou endogènes qui vont nous déséquilibrer. Donc, l'équilibre statique d'un bout de bois, c'est pas l'homme. Et là, avant de marcher, il faut savoir tenir debout. Donc, on travaille beaucoup sur l'équilibre debout à Rothschild. Donc, on fait des bilans, et ces bilans vont avoir pour objectif de savoir dans quelle mesure vous vous déséquilibrez. Parce que l'équilibre statique est quand même très stable chez l'homme. Et dans la myopathie, il peut être très stable, comme il peut ne pas être stable du tout, ou alors être très stable, mais ne pas pouvoir sortir de son centre de gravité, c'est-à-dire se pencher en avant ou se pencher en arrière, parce que les muscles ne sont déficitaires et ne peuvent pas rééquilibrer le corps. Voilà. Donc, on fait des bilans sur plateforme de force qui donnent la projection du centre de gravité et toutes les oscillations qui se passent pendant l'examen. Et donnent des orientations thérapeutiques, bien sûr. Donc, le contrôle postural, on l'explique beaucoup aux patients parce qu'il est automatique, acquis dans la petite enfance et automatisé. L'inconvénient, c'est quand on a une pathologie, il se désautomatise. Et donc, il faut le réapprendre. Avant de le réapprendre, il faut savoir comment ça fonctionne, forcément. Donc, l'homme s'équilibre par rapport au vertical, la vue et les verticales. Si on vous met dans une pièce où les murs sont peints penchés, vous ne savez plus très bien où vous êtes. Et il faut un temps de latence pour savoir que, effectivement, c'est juste la peinture qui n'est pas droite, c'est pas moi. Donc, on apprend au patient à fixer son regard pour s'équilibrer par rapport au vertical. Et la connaissance de son schéma corporel. Le schéma corporel, c'est la possibilité de connaître son corps sans avoir besoin de le voir. Si je mets ma main derrière le dos, je sais que mon coude est fléchi et pourtant je ne le vois pas. Il y a un message qui est envoyé au cerveau pour me dire le coude est fléchi. Cette connaissance du schéma corporel est indispensable à l'équilibre. Donc, les portes d'entrée pour se rééquilibrer. Évidemment, c'est la vue. Les yeux fermés, c'est nettement plus difficile, mais on le fait aussi à Rothschild, les yeux fermés, bien sûr. Le vestibule, ça, c'est les portes d'entrée. Le vestibule, la sole plantaire, pour 70%. La sole plantaire, c'est juste que quand vous êtes debout, si vous vous penchez en avant ou en arrière, la pression sur les pieds, sur la plante des pieds, va augmenter si je me penche en avant sur les orteils, si je me penche en arrière sur les talons. Et donc, quand je me penche en avant, je sens tout de suite que je suis en train de tomber en avant. Donc, hop, j'ai une stratégie de rééquilibration vers l'arrière. D'accord? Et les muscles, bien sûr. C'est ce qui vous intéresse, vous, les muscles. Tout ça, c'est envoyé au système nerveux central, en sachant que le centre d'équilibre, c'est le système nerveux central, qui va adopter automatiquement les réactions d'équilibration.
et ça va être envoyé aux muscles. Hop, attention, tu te casses la figure en avant, contracte tes triceps pour revenir en arrière. Les triceps, ils sont là, c'est les muscles au niveau du pied. Donc évidemment, dans la FSH, vous avez une atteinte des muscles dits posturaux, c'est-à-dire les extenseurs du rachis, qui sont derrière, les fessiers, les quadriceps et les triceps. Et évidemment, les releveurs du pied, on le verra un peu plus tard dans la marche. Ces muscles, souvent atteints dans la FSH, sont essentiels à l'équilibre. Donc à Rothschild, on les renforce. Les transferts. Donc, la définition du transfert et de la marche. Donc, les transferts, c'est juste le déplacement d'une position à une autre, hein, couché, assis et puis debout. Et la marche, c'est un mouvement alterné des membres inférieurs. Je ne vais pas trop loin, Pierre. Des membres inférieurs. Et l'équilibre dynamique, en sachant que s'il n'y a pas d'équilibre statique, l'équilibre dynamique, il va être un peu diminué aussi. Pour ça, à Rothschild, et je passe très vite parce que ce n'est pas très intéressant, on fait des bilans pour évaluer les capacités de transfert et les capacités d'équilibre dynamique. Et ça, c'est des feuilles de résultats de bilan qui vont nous permettre d'évaluer si vous êtes très déficitaire, pas trop déficitaire, et les stratégies thérapeutiques. L'avantage, c'est que les machines donnent aussi quelques stratégies thérapeutiques. La marche, donc elle va passer à l'endroit ou à l'envers. Tant pis, vous vous penchez. Hein. C'est un peu embêtant. Bon, chez nous, ça passait à l'endroit. Hein. Donc on voit que c'est effectivement un mouvement alterné des membres supérieurs et des membres inférieurs, mais aussi un mouvement alterné, voilà, membre supérieur, membre inférieur, et un mouvement alterné aussi. Donc pour marcher, il faut non seulement pouvoir maîtriser le transfert d'appui, d'accord, et l'équilibre au moment du transfert d'appui. Donc transfert d'appui, c'est je porte le poids du corps sur un pied de façon à le fixer et à pouvoir lever l'autre pied pour le fixer à nouveau. Donc, à Rothschild, on travaille beaucoup sur le transfert d'appui. Désolée pour les diapos. Donc, dans la FSH, tous ces déficits vont entraîner une perte des automatismes. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on explique beaucoup les mécanismes de transfert et de marche pour réapprendre les automatismes, qui va entraîner une régression psychomotrice. Donc, la régression psychomotrice, c'est je ne sais plus comment faire, j'ai peur de faire, je ne fais plus, et donc je ne fais plus rien. Donc, on travaille le transfert assis debout, dans la marche, les difficultés de transfert d'appui et l'accrochage du pied. Voilà. Donc, juste pour vous donner un exemple de perte d'automatisme dans les transferts assis debout, c'est en règle générale, quand on fait automatiquement, c'est un mouvement simultané et on ne se rend pas compte des mouvements décomposés. Donc, perte des automatismes, on va essayer de se lever comme ça. C'est horriblement dur et quasiment impossible. On se lève en se penchant en avant et une fois que le postérieur est levé, on lève la tête, ce qui va stimuler les muscles extenseurs et se lever. Donc, il faut vraiment réapprendre ces automatismes et non plus essayer de se lever comme ça. Parce que ça, c'est très, très dur et peu économique. Donc voilà, apprentissage des automatismes, réapprentissage des mécanismes, réapprentissage des automatismes dans toutes ces activités de la vie quotidienne, qui sont se lever, se relever du sol, et tout ça, c'est le travail de la marche. On fait également des marches variées et des marches en extérieur. Pourquoi des marches en extérieur? C'est que Rothschild, c'est tout plat, c'est tout lisse, c'est tout beau, il n'y a pas d'obstacle, donc on va dans la rue pour vous mettre en condition. Donc là, j'espère que le film ne va pas passer à l'envers. Précis. Ça, c'est un peu plus embêtant, par contre. Donc, la rééducation, c'est essentiellement adopter des stratégies de contrôle de l'équilibre par un entraînement multisensoriel. Donc, comme vous voyez, là, le patient, il est sur des mousses
parce qu'on ne va pas lui faciliter la tâche. Hein. Donc, il va devoir contrôler son transfert d'appui. Hein. À chaque fois qu'il lève un pied, il doit stabiliser l'autre. Donc, c'est ce que je vous dis. On ne lève pas un pied sans que l'autre ne soit pas stabilisé. Pour faire Et le sol mou, pourquoi le sol mou? Parce qu'on va supprimer les afférences de la sole plantaire et il va devoir adopter des stratégies d'équilibre par ses articulations et non plus par les ressentis au sol. Donc, ça complique énormément la chose, hein, bien sûr. Voilà, donc on va le laisser faire tranquillement. Je suis désolée que vous soyez à l'envers. Hein. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup à Rothschild sur les plans instables. Et il est crevé. Voilà. Donc, évidemment, on essaye de récupérer les automatismes, on essaye de renforcer les muscles au maximum, mais des fois, on n'y arrive pas, ou on n'y arrive pas assez, et il existe des moyens de réadaptation, j'en ai apporté hein, pour ceux qui voudraient les essayer, des aides techniques, et notamment lors du passage du pas, le pied va traîner, d'accord? Donc, on met des releveurs élastiques. Les releveurs élastiques n'empêchant pas les muscles de fonctionner, bien au contraire, comme ils sont aidés, ils se renforcent. Et s'il y a des trop grosses pertes d'équilibre, une canne et un déambulateur, en sachant que je tiens, alors ça c'est mon dada premier, c'est on ne s'équilibre pas par rapport aux meubles ou à l'extérieur. On n'essaye pas de se rattraper à son conjoint, on n'essaye pas de se rattraper aux meubles. Si on n'arrive plus à marcher en s'équilibrant seul, on prend une canne, un déambulateur, etc. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous inversez le processus d'équilibre, vous allez vous casser la gueule. Obligatoirement. La table, elle va rouler, la table, elle va plus être au bon endroit, vous allez entraîner votre conjoint dans la chute, donc non. Et pour réintégrer l'équilibre à soi-même et non pas à l'extérieur, si c'est plus possible, la canne faisant partie intégrante de votre corps, du coup, ça redevient intérieur. Et je laisse la parole à mon collègue. Merci. Alors du coup, moi je vais vous parler plutôt du déroulement des séances. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc ça se passe sur ces 4 points-là, on travaille la force, l'endurance, l'équilibre, et tout ce qui est travail personnalisé, c'est plutôt par rapport à votre mode de vie, par rapport aux demandes particulières que vous pouvez avoir, et chacun est différent de ce côté-là. Donc tout ça pour, encore une fois, enfin ça on va le répéter tout le temps, c'est améliorer l'autonomie et travailler à l'économie. Donc du coup, le renforcement, pourquoi on fait ça et pourquoi on commence par ça? Parce que si on veut mettre en place des stratégies d'équilibre, il faut que tu cliques dessus, avec ça. Voilà. Donc si on veut mettre en place des stratégies d'équilibre, ah oui ça marche, parfait. Si on veut mettre en place des stratégies d'équilibre, mais que vous n'avez pas les muscles assez forts pour les déclencher, c'est pas la peine. Du coup, on commence par le renforcement. Donc là, on voit le renforcement des muscles du tronc. Donc sur ces vidéos-là, on a des renforcements sur machine, mais ça se fait très bien en cabinet de kiné libéral sur une table avec des élastiques. On peut le faire d'énormément de façons. C'est pas uniquement ces machines-là. Là, c'est la même chose, mais pour le quadriceps et l'ischio-jambier, c'est-à-dire tendre la jambe et ensuite la plier. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va voir après, on a un retour visuel du travail qu'on produit. C'est-à-dire qu'on va chiffrer l'activité et ça permet à chaque fois de se dépasser. Et donc ça, selon les études, c'est 30% de gain en plus au niveau de la motivation. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on voit là. Donc on voit que la barre monte et on a une petite information sur la puissance qu'on a développée. Ah, on a passé. Ensuite, l'endurance, donc augmenter les capacités aérobies, c'est-à-dire augmenter la capacité du muscle à consommer de l'oxygène et donc à travailler bien dans le temps. Et ça, voilà. Voilà, donc on a le vélo, on a le rameur, on a énormément de choses, mais on s'adapte aux possibilités de chaque patient. C'est-à-dire que si on a un patient qui est uniquement en fauteuil roulant, on a de vélo à bras pour travailler les bras et on peut travailler l'endurance de ce côté-là. Donc on s'adapte à chaque personne. Voilà le rameur. Et donc l'équilibre. Voilà. Donc,
On parlait tout à l'heure d'automatiser une tâche. Donc ça, c'est typiquement un travail en double tâche, c'est-à-dire que ma prise d'équilibre, elle devient automatique, et on demande au patient d'aller récupérer des cônes sur le côté. Donc là, on a une double tâche, l'équilibration est devenue automatique, on lui demande de se concentrer sur autre chose. Voilà, donc on va lui demander de descendre chercher des plots et de continuer de s'équilibrer. Et ça continue. Donc pour l'instant, ce qui est important aussi, c'est ce qu'on appelle le polygone de sustentation, c'est-à-dire l'écartement entre les pieds. Plus il est large, plus on est stable. Et donc petit à petit, on va rétrécir ce polygone-là, et ce sera plus difficile pour lui. Donc on augmente la difficulté. Bien sûr, on reste à côté au cas où. On ne va pas vous laisser tomber, et c'est pas le but. Le but du jeu, c'est d'arriver au bout et de pouvoir l'accomplir au maximum. Donc voilà, il va encore s'équilibrer. Hop. Voilà, donc ça, c'est encore une fois les déficits de ce patient-là, qui vient rentrer son pied à l'intérieur pour stabiliser sur des muscles qui sont plus forts que les muscles qui permettent de se tenir debout normalement. Voilà. C'est pas facile. Donc là, on l'autorise à se pencher en avant, parce que comme les muscles qui permettent de se redresser sont plus faibles, s'il se redresse trop vite, il va tomber en arrière. Du coup, on autorise certaines compensations. Et donc c'est cette automatisation-là qu'on cherche. Voilà, donc il change encore. Et puis ensuite, on lui demandera de lancer les cerceaux en avant. Et une nouvelle fois, son centre d'équilibre va être déplacé et on lui demandera de compenser ça. Voilà. Ça reste dans la mesure du possible. Hein. Quand ça devient trop difficile, on passe. Le but du jeu étant de tout réaliser. Voilà. Tu peux passer. Et donc là, on en reparlera plus tard, mais les applaudissements, c'est important dans le travail en groupe de se pousser les uns les autres. Il y a une certaine émulation de ce côté-là. Et c'est ce qu'on aime faire aussi à Rothschild, c'est de ne pas rester chacun dans son coin. On essaye de rassembler tout le monde pour qu'il y ait une émulation vraiment. Alors le travail personnalisé, c'est retransmettre tous les acquis qu'on a pu avoir dans un contexte précis. Donc par exemple, ici, se relever du sol, il faut repasser par ça. Si jamais il y a une chute, il faut réapprendre à se redresser. Donc là, il le fait tout seul, mais ça peut être avec des... Bon, c'est le seul moment où on autorise de s'aider avec ce qu'on a autour de nous. Donc là, on peut se servir d'un meuble pour se redresser. Mais tout ça, on le réapprend. Et donc, ça peut être les changements de position, donc passer d'un fauteuil à un autre, surlever son lit, surlever du sol, les escaliers s'il y en a besoin, travailler le schéma de marche et des activités ciblées en fonction de vos loisirs. S'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, on en parle et on essaye de s'adapter le plus possible à ça. Alors voilà, le travail. Donc là, j'ai mis en opposition le travail seul et le travail en groupe. C'est deux choses qui sont indissociables. Parce que le travail seul, on met en place nos automatismes, et dans le travail en groupe, on a un effet de double tâche. Donc il y a l'automatisation de l'équilibration, et ensuite on rajoute, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, lancer un cerceau, et donc l'équilibre est modifié à nouveau. Et c'est ça que vous rencontrez dans la vie de tous les jours. Si je me déplace et qu'il y a du monde autour de moi, il faut à chaque fois s'adapter au mouvement des autres personnes. Donc c'est un travail de double tâche, parce que là, on ne pense plus à s'équilibrer, on pense juste à marcher et aller d'un point A à un point B. Il y a aussi cet aspect ludique dans le travail de groupe et se situer face aux autres, donc c'est ce phénomène d'émulation. Alors, on travaille aussi en balnéothérapie. Il y a deux gros intérêts. C'est la diminution du poids du corps. Du coup, on peut travailler, par exemple, la marche de façon plus spécifique. Et il y a aussi une augmentation des résistances. Du coup, on a un renforcement qui est un peu plus ciblé. Ah non, c'est bon. Voilà, donc là, on a un travail de la marche. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure marche variée, où du coup, il va lever les genoux. On va travailler sur le côté pour travailler le transfert d'appui. Donc à côté de ça, ici on a une plateforme qui descend et qui monte, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas prendre les escaliers pour descendre dans l'eau, on fait sortir la plateforme, vous en montez dessus et on vous descend dedans. Et du coup, on peut jouer aussi sur le niveau d'immersion. Plus on est immergé, plus les résistances sont grandes, mais moins vous portez votre corps. Et inversement. Donc ça nous permet de travailler différemment. Voilà la marche en arrière aussi. Donc ça permet de renforcer tous les muscles postérieurs. Et à nouveau, on déplace son centre de gravité dans des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer tous les jours. Et du coup, c'est un travail en plus. Donc, on essaye de développer toujours un maximum les sens pour pallier aux déficits qui sont acquis ailleurs.
Voilà, là, le travail des membres supérieurs. Et une nouvelle fois, les fessiers, à nouveau avec une frite, donc on demande juste de pousser dans l'eau. Donc c'est les mêmes principes que la kiné, sauf que c'est fait dans l'eau, c'est un milieu différent, ça peut être un peu plus ludique, ça peut être un peu plus sympathique. Ça change du cadre kiné enfermé dans une salle. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme adjuvant? Entre autres l'électrothérapie avec feedback, c'est-à-dire qu'il y a encore un retour visuel. Il y a encore où on s'investit plus dans ce traitement-là, puisqu'on a des petits jeux, c'est comme la Wii par exemple, où on a un retour visuel sur notre activité, c'est une stimulation en plus. Et ça nous permet de travailler le schéma corporel et l'image du mouvement dans la mesure où on envoie une stimulation sur un muscle qui est moins sollicité, par exemple les fixateurs des omoplates, c'est ce qui permet de ramener les épaules en arrière. Ce muscle-là, il est souvent sous-utilisé, et du coup, cette stimulation, on redonne une image au cerveau de ce muscle-là. C'est-à-dire que j'envoie une petite impulsion électrique sur le muscle qui entraîne une petite contraction, et on vous demande de contracter en plus sur cette contraction. Et alors, pour le traitement de la douleur, on a aussi tout ce qui est chaud, froid et le massage. Et donc voilà, notre but à nous, c'est vraiment d'être un guide. La rééducation, c'est pas nous qui la faisons, c'est vous. Et donc notre intérêt, pour que vous gardiez pour que les gains soient maintenus dans le temps, c'est que vous soyez capable de vous rééduquer aussi seul. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des petits programmes, on vous apprend des exercices que vous devez intérioriser et garder. On peut faire des notes sur papier, peu importe. Et le but du jeu, c'est que vous continuez de travailler quand vous êtes seul. C'est-à-dire que nous, notre hospitalisation, elle dure entre 4 et 5 semaines, mais c'est pas assez. Il faut que ça continue dans le temps. Donc, pour maintenir les gains qu'on a obtenus, il faut continuer de travailler toujours un petit peu tout seul. Voilà. Et donc, je vais passer la parole à ma collègue ergothérapeute. Bonjour, je me présente, je suis Félicie Massot, je suis ergothérapeute dans le service. Je vais poursuivre. Alors, je ne savais pas si tout le monde connaissait l'ergothérapie. Est-ce que tout le monde connaît? Bon, alors j'avais commencé par une petite définition du métier, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un métier de rééducation un peu moins connu que le métier de kiné, mais voilà, on travaille ensemble, qui a pour objectif de maintenir, de restaurer et de permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace. Elle prévient, réduit ou supprime les situations de handicap en tenant compte des habitudes de vie de la personne, de l'environnement. Finalement, l'ergothérapeute est l'intermédiaire entre les besoins d'adaptation de la personne et les exigences de la vie quotidienne en société. Donc, on part donc de la myopathie. Comme vous avez pu le voir, il y a un déficit des membres musculaires des membres inférieurs, mais il peut y avoir un déficit musculaire des membres supérieurs, avec notamment des déficits au niveau des fixateurs des omoplates, des élévateurs d'épaule. Ça entraîne une altération des capacités, comme des difficultés de lever les bras, de porter des charges. Ça va entraîner aussi une perte d'endurance. Ça va entraîner des situations de handicap au quotidien, comme attraper des objets en hauteur, se coiffer. On commence par des bilans, toujours un entretien avec le patient pour mieux le connaître. Et on va faire aussi une évaluation des activités de vie quotidienne à travers une échelle des habitudes de vie, qui s'appelle la MAVI, qui pose finalement 3 questions simples, intéressantes. C'est le niveau de réalisation de l'activité. Est-ce que la personne arrive à faire l'activité avec ou sans difficulté? Le type d'aide requis. Est-ce que la personne a besoin pour faire cette activité d'un aménagement, d'une aide technique, d'une aide humaine? Et la 3e question, qui est la plus importante, la satisfaction du patient. Est-ce que finalement, le fait de réaliser cette activité avec ou telle aide technique satisfait le patient? Un exemple simple sur une activité qui est l'hygiène corporelle. Par exemple, est-ce que la personne arrive à prendre son bain, à se laver le haut du corps, le bas du corps, se raser, se coiffer? Donc, vous voyez que chaque activité de vie quotidienne est découpée et on va demander à la personne de venir finalement cocher le niveau de réalisation, le type d'aide requis et le niveau de satisfaction. On va aussi avoir une observation vraiment précise de la posture, notamment de la posture assise, avec comment se positionne la personne. Souvent, il peut y avoir une hyperlordose et un décollement des omoplates. On va avoir une attitude assez importante parce que derrière cette difficulté au niveau de la posture peut entraîner des douleurs, voire des retentissements. Donc voilà l'échelle de la douleur, où on va demander au patient de coter l'intensité de sa douleur, avec aussi les 2 notions de la localisation et du moment d'apparition de la douleur, qui est aussi des notions importantes. On va faire un bilan gestuel.
on va demander au patient de réaliser un main-bouche, un main-tête, un main-dos, et puis on va regarder si le geste il est possible, il est réalisé avec compensation ou pas de compensation, et on va noter tout ça. On peut avoir des difficultés au niveau proximal, mais aussi plutôt au niveau distal, et donc on va regarder plutôt au niveau aussi de la mobilité des mains. Est-ce que la personne a des difficultés pour faire une flexion des doigts, une extension, écarter les mains, resserrer, mettre le pouce en adduction. On va regarder aussi la force de préhension et le déplacement d'objets. On voit qu'on utilise des objets du quotidien, utiliser un briquet, prendre un verre d'eau, prendre une clé. Voilà, on va regarder vraiment la prise et aussi le déplacement d'objets qui peuvent être plus ou moins lourds. On va regarder aussi la coordination bimanuelle. Est-ce que la personne arrive à couper sa viande, ouvrir une bouteille, faire ses lacets, etc. On a aussi toute une partie de bilans qui sont des bilans plutôt écologiques. On va se rendre au domicile de la personne, on va faire des mises en situation et on va faire un compte-rendu écrit avec des préconisations d'adaptation et souvent un argumentaire pour une aide financière, que ce soit pour des travaux d'aménagement de salle de bain ou pour financer des aides techniques qui peuvent être très coûteuses. Après tous ces bilans, on fait une synthèse des bilans et on hiérarchise les objectifs avec le patient. Et tout comme la kiné, on va avoir une rééducation et une réadaptation. Alors, un travail qu'on peut faire en ergothérapie en actif aidé. Avec la suspension, donc en actif aidé avec la suspension, ça permet finalement d'alléger le poids du corps et du coup d'arriver à faire des mouvements que le patient n'arrive pas à faire. Donc là, dans ce geste, on va chercher simplement à prendre un objet en hauteur et le ramener vraiment en arrière pour rechercher justement cette fixation des omoplates. On peut travailler aussi sur sol dur. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on n'a pas besoin d'avoir une suspension, mais c'est juste le poids du corps du patient qui va faire que sur un sol dur, les omoplates vont être fixées et du coup vont permettre certains mouvements qui ne sont pas faisables en position assise ou en position debout. Donc là, c'est par exemple un travail où le patient il a les bras en chandelier, il doit venir resserrer pour travailler là, les pectoraux. Voilà, donc là, il n'y a même pas d'objet, hein, vous voyez, du quotidien. C'est vraiment un choix d'exercice que je vous montre très simple pour vous montrer que c'est important pour vraiment sentir le mouvement et pour vous montrer que c'est possible de le faire autre part qu'à l'hôpital finalement. Un autre exemple d'exercice où là, on va demander au patient de venir prendre un cône, le passer derrière. Voilà, le passer derrière. On va venir. C'est pas le bon mouvement. Mais... Voilà, là, on voit mieux où là, vraiment, il y a un travail vraiment pour venir resserrer les omoplates. Voilà, j'insiste sur le fait qu'on va répéter et répéter les gestes. Et que c'est vraiment un apprentissage pour avoir une bonne compréhension du corps, un bon ressenti du mouvement, pour vraiment contrôler les gestes. Ce qu'on disait, on a le même discours avec les kinés, c'est vraiment pour avoir une automatisation et puis petit à petit pouvoir l'intégrer dans les gestes de la vie quotidienne et petit à petit que ce soit fonctionnel. Et donc on va de la rééducation à l'auto-rééducation. C'est un travail qui vraiment, j'insiste aussi comme Armand, c'est fait là pendant un mois, pendant peut-être 2 mois, mais derrière, c'est au quotidien que ça se travaille et que ça s'entretient. Ça s'entretient aussi à travers toutes les activités de vie quotidienne. On a amené à Rothschild à pouvoir aller faire les courses avec les patients. On a une cuisine thérapeutique, donc on peut mettre en situation. Et puis aussi, tout le côté dont je vous ai pas parlé, mais les loisirs. Si le patient, il aime bricoler, on va vraiment travailler. On a une menuiserie et on y va. Comment on peut faire tel et tel geste, voilà. Il faut qu'il y ait un sens pour que le patient il soit motivé parce que sinon, on abandonne rapidement. Un petit point sur la réadaptation. Alors là, notamment au niveau des membres supérieurs, on s'est posé la question à Rothschild finalement, est-ce qu'il pouvait y avoir un appareillage
qui permettait de fixer ses omoplates pour que finalement la personne arrive à avoir un gain d'amplitude et pouvoir plus facilement se coiffer. Et donc, je vous montre un prototype qu'on a pensé, et puis voilà, on s'est dit, bah, tiens, peut-être avec des sangles bien fixées, bien élastiques, on allait pouvoir fixer un peu l'omoplate avec un peu voilà, une sangle au milieu pour venir resserrer les omoplates. On a essayé de trouver des points d'appui avec donc une ceinture lombaire. On s'est dit que c'était aussi intéressant avec le problème de l'hyperlordose. Voilà, on réfléchit à des aides techniques, voilà, une image voilà, de différents plans. On a vu que petit à petit dans le commerce, on a vu arriver des choses et on s'est dit, bah, tiens, ça ressemble un peu à ce qu'on nous on a imaginé, alors avec d'autres choses, puisqu'en fait là l'omoplate n'est pas prise, donc on voit qu'il y a encore des choses à travailler dessus, mais on se dit on va peut-être partir de là pour pouvoir arriver là où on veut. Là dans la vidéo, on voit la personne qui fait le mouvement sans attelle, et puis on voit qu'il y a une compensation vraiment au niveau pour lever le bras latéral du tronc pour venir apporter l'objet. Et puis, on va faire la même chose avec l'attelle pour voir un comparatif, s'il y a un gain d'amplitude ou voilà, comment le patient arrive à faire les choses avec l'appareillage. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on est un peu en recherche là-dessus et ouais, oui. La vidéo est longue, là, je ne sais pas si... Voilà. Et on le voit avec les objets. Il faudra lui demander pour l'interroger sur son ressenti à lui, parce que je pense que c'est ce qui est le plus important. Il y a tout ce qui est appareillage, il y a aussi tout ce qui est aide technique. Voilà, je vous en parle aujourd'hui. Les aides au transfert, ça va d'une simple barre latérale de redressement, un simple appui, à un lit médicalisé. J'ai choisi vraiment consciemment le fait de vous montrer une belle image de lit médicalisé pour un peu enlever l'image du lit médicalisé hôpital, pour vous montrer que c'est possible d'avoir un lit médicalisé à la maison qui soit fonctionnel, qui vous aide au quotidien, mais qui n'est pas médical. On intervient aussi toujours vraiment un travail en équipe avec les kinés sur les aides au déplacement. Nous, on va vraiment s'intéresser à des choses, par exemple, est-ce qu'il faut un déambulateur étroit parce vous avez des largeurs de porte de telle ou telle dimension? Est-ce qu'il faut un panier? Est-ce qu'il faut une hauteur d'assise? Est-ce qu'il faut qu'il soit pliant? Est-ce qu'il faut qu'il soit stable, léger? Donc voilà, on va être sur ces petits détails qui finalement changent un peu le quotidien. Des aides au transfert au niveau de la mobilité intérieure, des chaises lift pour faciliter les transferts avec une aire de giration assez étroite pour l'intérieur. Et puis tout ce qui est fauteuil roulant manuel, scooter, fauteuil roulant électrique. Par rapport à la mise en place et l'acquisition d'un fauteuil roulant, c'est vrai que si nous, thérapeutes, on préconise cette aide technique, cette aide au déplacement, on voit ça comme un gain d'autonomie et on voit tout ce que la personne va pouvoir faire. Mais souvent, pour la personne, c'est difficile d'accepter. C'est un passage vraiment difficile parce qu'elle voit plutôt ça comme une régression. Il faut savoir que vraiment cette aide technique, c'est une aide qui peut être ponctuelle. C'est pas parce qu'on a un fauteuil qu'on perd la marche et qu'il faut continuer à entretenir tout ça et avoir un parallèle entre les deux et savoir jongler entre les deux. Souvent aussi, on voit que cette étape, elle doit vraiment, elle arrive progressivement. Et si pendant l'hospitalisation, la personne, voilà, on en a parlé, on en a essayé peut-être, et pas prête, voilà, elle prend le temps et de temps en temps, 6 mois ou 1 an après, elle rappelle l'hôpital et dit finalement, voilà, là je suis prête et j'ai besoin, aidez-moi sur le choix du fauteuil et comment faire la démarche. Une dernière diapositive sur les aides à l'hygiène. Alors là, je vous montre voilà, des WC lift, des brosses à longe pour aider au quotidien. Je vais m'arrêter là sur les aides techniques parce qu'il en existe vraiment dans tous les domaines, les loisirs, le travail, plein de choses. Et je suis pas là pour vous faire une démonstration de toutes les aides techniques qui existent. Mais mon message, c'est que finalement, les aides techniques sont dans notre quotidien à tous, avec notamment l'arrivée des nouvelles technologies, et que c'est vraiment dommage de s'en priver. Et que d'autant, elles ne sont pas forcément synonymes de handicap. Je vais donner des exemples simples, comme par exemple la télécommande de la télévision, pour éviter de se déplacer.
ou la domotique qui arrive de plus en plus dans nos foyers, avec l'idée de centraliser, d'automatiser l'ouverture et la fermeture des volets. Ben voilà, c'est vraiment une facilité pour tout le monde. Alors, il est vrai, je comprends qu'il est difficile d'accepter certaines aides techniques qui sont plus difficiles que d'autres et que finalement, l'ergothérapeute est aussi là pour préparer et accompagner le patient à essayer de changer ses habitudes de vie. Voilà, je vais redonner la parole au médecin pour poursuivre sur la rééducation. Moi, je vais reprendre la parole pour parler au nom de ceux qui ne sont pas là, puisque je vous ai cité en début l'ensemble des membres de l'équipe qui interviennent. Et donc, l'orthophonie est importante également. Vous savez qu'il y a également une atteinte au niveau des muscles faciaux et qu'on a la chance d'avoir une orthophoniste dans le service et que les patients, également comme en kiné, comme en ergothérapie, vont avoir un bilan pour déjà évaluer l'importance des troubles et que le bilan, c'est à la fois un testing des muscles, c'est-à-dire l'évaluation de la force musculaire des muscles de la face, que ce soit les muscles qui entraînent la contraction de la langue, la motricité au niveau des lèvres, gonfler les joues, la motricité du voile du palais, mais qu'il y a le testing musculaire et il y a aussi le bilan de ce qu'on appelle la fonction, c'est-à-dire à quoi servent les muscles de la face. En fait, l'articulation, à parler de façon intelligible, la déglutition, et de faire la corrélation entre l'importance éventuellement des troubles visibles, comme une asymétrie au niveau de la face, mais et surtout du retentissement. Il peut y avoir une asymétrie sans retentissement, ou une atteinte qui a l'air minime, mais un retentissement plus important au niveau de l'intelligibilité de la parole. Donc, l'orthophoniste va faire un bilan et ensuite va proposer une prise en charge éventuellement. Et vous voyez que bon, il y a un partage des compétences important entre le kiné, l'ergothérapeute. Vous avez vu qu'il y avait l'ergothérapeute, elle travaillait les membres supérieurs sur un plan qui ressemblait au plan qu'on retrouve en kinésithérapie. Et là, vous voyez le mot massage, qui normalement est plutôt un terme de kinésithérapie, mais effectivement, les massages au niveau faciaux peuvent être faits par les orthophonistes, appris aux patients par l'orthophoniste, mais il y a des kinés qui s'intéressent à la rééducation faciale et il y a des choses très simples comme les massages au niveau des muscles faciaux. Il y a les muscles hypotoniques, c'est-à-dire qui fonctionnent peu, que l'on va masser pour stimuler, et du fait du mauvais fonctionnement de certains muscles, il y a d'autres muscles qui sont surstimulés et le massage va avoir pour objectif de les détendre. Et donc, vous voyez sur ce petit schéma, ces massages à la fois internes et externes que l'orthophoniste va apprendre au patient pour que le patient, justement, qui ne va peut-être pas avoir besoin de faire de l'orthophonie à distance de son séjour, n'a peut-être ni le temps, ni la disposition d'une orthophoniste dans sa région. Et donc, l'objectif, c'est effectivement d'apprendre des petits gestes simples au niveau de ce massage facial. Et de lui donner aussi des exercices de renforcement devant un miroir pour dissocier justement les différents groupes musculaires, et des petits exemples de choses simples comme de mettre un bouton entre les dents et les lèvres pour renforcer les muscles labiaux, gonfler les joues, essayer de souffler tout en mettant une pression sur les lèvres pour éviter la fuite d'air, et en fait finalement faire des mouvements de type grimace devant la glace, et répéter effectivement certains sons quand on a un problème au niveau de l'intelligibilité, comme justement les sons U, les che, les peu, les U, quand on veut justement avoir un travail beaucoup plus fonctionnel avec un objectif de bonne intelligibilité. Donc ça, c'est l'orthophoniste. L'assistante sociale, bien entendu, est un membre à part entière d'une équipe de rééducation, quelle que soit la pathologie, quelle que soit la structure, parce que, bien entendu, il y a la mise à 100%, l'ouverture du dossier maison départementale du handicap pour obtenir les différentes reconnaissances salariales handicapées, carte d'invalidité, aide financière, etc. Et guider le patient à faire valoir ses droits en collaboration éventuellement avec l'ergothérapeute s'il y a besoin d'aide financière pour l'adaptation ou les aides techniques. La psychologue, on a la chance d'avoir une psychologue également dans le service, et là on va passer assez rapidement, mais évidemment, évaluation de l'humeur, évaluation des ressources et stratégies, et on revient à l'autonomie que l'on veut mettre en place, l'autonomie pour se prendre en charge, et donc l'autonomie pour retrouver toutes ces ressources et stratégies de prise en charge, d'acceptation de la maladie et d'estime de soi. Et finalement, on revient toujours un petit peu au même discours de tous les thérapeutes, parce que, en fin de compte, notre prise en charge elle a pour objectif
Elle a pour objectif de redonner, de maintenir une autonomie, une confiance et une assurance. Et l'objectif, c'est effectivement le patient, après une prise en charge chez nous ou ailleurs, soit complètement autonome et surtout n'ait pas forcément besoin de nous. Voilà, je pense qu'on en a terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous n'avez pas parlé du coup d'étirement Non. dans les séances. Alors pourquoi on ne parle pas d'étirement? Parce qu'on n'étire pas chez nous les gens qui n'ont pas besoin d'être étirés. Et qui a besoin d'être étiré? Ceux qui ont des diminutions d'amplitude articulaire. Donc évidemment qu'on va étirer les gens qui ont des diminutions d'amplitude articulaire, mais à partir du moment où vous n'avez pas de diminution d'amplitude articulaire, que vous n'avez pas donc de rétraction musculaire, on n'étire pas. Parce que la fibre musculaire est remplacée par une fibre raide. Et qu'à partir du moment où on vous assouplit, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, un élastique ne tient pas debout, un bout de bois tient debout. Et donc, vous arrivez au fur et à mesure à tenir sur vos raideurs, et si on vous étire, vous ne tiendrez plus debout. Donc la méthode Mézières n'est pas une méthode... Non, pas pour vous. Alors que moi, ça m'a même... Alors, à partir du moment où ça vous satisfait, que vous en trouvez un bienfait, que vous avez l'impression que ça vous améliore, nous, je vous parle de Rothschild, je ne vous parle pas de cas personnels, bien sûr. Si pour vous, vous estimez que les étirements vous font du bien, on ne va pas vous les interdire. Attendez, on n'est pas répressif, on vous explique pourquoi on ne fait pas d'étirements aux myopathes, à Rothschild, pourquoi on n'étire pas les myopathes, sauf s'ils en ont besoin. Après, vous êtes libre. Quelle est la limite entre le renforcement musculaire et la fatigabilité du muscle Entre le renforcement musculaire et la fatigabilité. Comment savoir quelle est la limite de l'exercice? En fait, nous, on travaille de façon progressive. Donc, le but du jeu, c'est sur les premières semaines, on voit à peu près où sont vos limites et on a aussi tout ce qui est fait en bilan. Donc, la machine que vous avez vue tout à l'heure, elle prend la force maximale. C'est-à-dire qu'on a un bilan chiffré qu'on va ensuite analyser et on va travailler en dessous de ça. Donc, si on vous fait travailler à 100%, vous allez saturer tout de suite et on ne peut pas vous tenir 5 semaines. Donc, le but du jeu, c'est de varier un maximum les exercices sur tous les muscles pour pouvoir durer dans le temps. Parce que sinon, on vous garde pas. En fait, le but du jeu, c'est de garder plus ou moins 1 heure le matin, plus ou moins 1 heure l'après-midi. Ça peut aller plus loin. On voit en fonction de chacun, bien sûr, on s'adapte. Mais le but du jeu, c'est qu'on vous garde. Donc, il y a toujours un échange. Et c'est ça aussi qui fait qu'on voit la différence entre la fatigabilité et le renforcement musculaire. C'est qu'on vous demande un retour. Et vous allez nous le donner aussi fatalement après, car il y a une relation qui s'installe. Et puis il y a aussi dans le geste, quand on fait un geste, on voit le patient va réussir à le faire 1 fois, 2 fois, et puis après 3 fois, il va commencer à compenser. Et là, on voit qu'il y a la fatigue qui arrive, et du coup, on va faire des pauses. Et petit à petit, on voit qu'il peut faire le geste 3 fois, répéter 5 fois, 10 fois, et après faire une pause. Et puis après, petit à petit, on va augmenter les répétitions. Donc on joue là-dessus aussi. Moi, j'ai un problème, c'est que quand je fais trop, je me rends compte 2 jours après. Donc après, j'ai mal pendant 1 semaine, partout, et après, je ne fais plus rien pendant 1 semaine. Comment on gère ça, voilà. Alors, en fait, il faut apprendre à vous connaître. Ça fait longtemps que j'essaie. Tout bêtement. On n'a pas de recette miracle sur l'évaluation de la fatigabilité. Il faut apprendre à vous connaître en sachant que, eh bien, au fur et à mesure, même chez nous, qui n'avons pas de problème, l'âge arrivant, eh ben, le soir en rentrant du boulot, je suis vachement plus fatiguée que quand j'avais 20 ans. Donc, on apprend à se connaître et il faut apprendre à connaître ses limites et fractionner les tâches. Vous ne faites pas votre ménage en 1 journée. Ah, mais je fais plus le ménage. Oui, mais c'est ça. Et ça, on n'a pas de recette miracle, c'est juste à vous d'apprendre à vous connaître et de connaître vos limites. Et effectivement, ce qu'il y a de pire, c'est d'exagérer une journée et d'être au lit pendant 1 semaine. C'est ce qu'il y a de pire.
J'avais une question pour les enfants. Est-ce que vous suivez des enfants Pas du ou tout. pas? Pas du tout. C'est uniquement les adultes. C'est après nous, les enfants. Comment se passe une rééducation à Rothschild? Il y a une prescription pour 5 semaines. C'est un hébergement complet. Comment ça se passe? Alors d'abord, il y a forcément une consultation médicale initiale ou de suivi, et à un moment, en fait, pour un patient donné, soit en fait on va proposer une rééducation en externe parce que les ressources près du domicile ou les ressources du patient ou son indisponibilité ou sa disponibilité font que effectivement la prise en charge va être près du patient. Dans certains cas, on a envie de proposer à ce patient-là un programme multidisciplinaire, c'est-à-dire que c'est un patient qui va avoir besoin bien sûr de kiné, un petit peu plus spécialisé, d'ergothérapie, éventuellement d'orthophonie. Et donc pour ce patient, on a envie de lui proposer une prise en charge plus multidisciplinaire. Donc c'est là effectivement où on va décider d'un projet soit d'hospitalisation complète, soit d'hôpital de jour, qui va dépendre bien entendu du domicile du patient par rapport à notre établissement, ou d'un hôpital de jour plus proche de chez lui, mais qui existe effectivement dans un délai kilométrique, enfin dans une distance kilométrique compatible, et en fonction de la fatigabilité et de sa disponibilité. Il y a des patients sur un programme d'hôpital de jour, on va prendre les patients pendant de l'ordre de 6 à 8 semaines, qui sous-entend un arrêt de travail. Éventuellement, le patient va peut-être pas vouloir s'arrêter pendant aussi longtemps, il va dire si je viens 3 semaines à l'hôpital, comme en hôpital de jour c'est 2 ou 3 fois par semaine, ça n'est pas tous les jours, le patient peut faire le choix de plutôt choisir, disons je viens, voilà, je m'arrête pendant 3 semaines, je viens à l'hôpital, j'aurai de la rééducation tous les jours et ça durera moins longtemps dans le temps. Ou inversement, c'est un patient qui habite trop loin ou qui n'a pas à disposition près de chez lui un autre établissement avec hôpital de jour, ou qui serait très fatigable et dont on sait qu'il ne supportera jamais une prise en charge où il va avoir, en plus du transport, de la rééducation sur une grosse demi-journée en enchaînant 3 ou 4 thérapeutes. Puisque justement, Armand vous a dit, effectivement, parfois, on va fractionner la séance, on va faire de l'ergothérapie le matin, de la kiné l'après-midi, de la balnéo le lendemain. C'est vrai que ce soit en hôpital de jour ou que ce soit également chez un kiné de ville, on ne peut pas fractionner. Donc le choix de l'hôpital de jour dépend des possibilités du patient. Et ses objectifs de vie. C'est vrai que certains patients ne peuvent pas supporter l'idée de venir dormir à l'hôpital. Même pour un séjour de 3-4 semaines, voilà, c'est difficile de se dire je viens pour un séjour, donc on s'adapte. Donc c'est à la carte un patient peut venir par exemple sur 10 à 12 semaines à raison de 2 jours par semaine. Alors c'est pas à la carte parce qu'en fait ce sont des programmes qui sont en hôpital de jour qui sont entre 15 et 20 séances. Entre 15 et 20 séances, c'est soit 2 fois, soit 3 fois par semaine. Et la durée va dépendre, justement, ça fait partie des objectifs qu'on se fixe en consultation, de l'avis médical par rapport à ce qu'on pense être le plus adapté au patient. Et c'est là où je vous avais dit au début, il faut des objectifs adaptés à ceux du patient, mais aussi réalistes et adaptés à ceux que l'équipe va faire pour le patient. Et c'est tout le problème de la cohérence entre les deux objectifs qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et donc on est là aussi pour essayer d'expliquer pourquoi nos objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça fait combien de thérapeutes autour d'un patient? Vous avez l'ergothérapie, vous avez l'orthophonie, vous avez le médecin, vous avez le kiné, vous avez vous avez 5-6 personnes au moins autour d'un patient? Sur certains patients peuvent effectivement avoir besoin de voir l'ensemble des thérapeutes que l'on a cités au départ. D'où la difficulté, par exemple, en ambulatoire, en hôpital de jour, s'il y a besoin de voir tous les jours le kiné, l'ergothérapie, l'orthophoniste et la psychologue, l'assistante sociale, c'est pas tous les jours, c'est un moment. Effectivement, sur du temps de rééducation, ça vous fait un temps de rééducation sur une journée qui est assez long. 1 heure de kiné, 1 heure d'ergothérapie, 3/4 d'heure d'autophonie, puis la psychologue, puis la piscine, qui n'est pas marquée là. Non, mais même en hôpital de jour, c'est tout ça sur la même journée. C'est pour ça que l'hôpital de jour n'est pas tous les jours, mais même si ça n'est pas tous les jours, c'est un programme qui est fatigant. Et que parfois, en tant que médecin, le patient dit je veux en hôpital de jour, et on dit non, on ne vous prendra pas en hôpital de jour. Parce que je vois que vous ne le supporterez pas. C'est là où on n'est parfois pas en adéquation entre la demande du patient et nous, ce qui nous semble réaliste du fait de notre expérience et d'avoir vu des patients. Et il y a des fois, effectivement, on peut se tromper, on prend
prend des patients en hôpital de jour et on arrête l'hôpital de jour parce que ça n'était pas réaliste. Du coup, c'est convaincre de dire plutôt un séjour en hospitalisation complète où il y a ce temps de repos entre séances, de permettre de monter dans sa chambre, de monter éventuellement en fauteuil électrique, même si c'est quelqu'un qui n'a pas de fauteuil, mais de dire voilà, l'hôpital est grand, donc le déplacement, il ne faut pas que le patient arrive de sa chambre épuisé, parce que le fait d'être venu depuis sa chambre jusqu'au plateau technique a déjà fait perdre toutes les ressources. Donc c'est pour ça que l'hospitalisation, c'est vraiment adapté au bilan. Et vous vous situez comment par rapport au centre de référence? Eh ben, au centre de référence, enfin nous... Vous êtes un centre où oui. Mais les patients qui viennent chez nous viennent dans l'ensemble envoyés par l'Institut de myologie de la Salpêtrière ou d'Henri Mondor. Voilà, on est en aval des instituts de myologie qui nous envoient les patients. Et pour les pauvres gens qui habitent à la campagne, à 500 km de Paris, alors, donc d'abord il y a des centres de rééducation en dehors de Paris, heureusement. Et même ceux qui habitent en banlieue parisienne, on ne prend pas tous les patients. Moi, mon objectif, c'est de dire qu'il y a beaucoup de centres de rééducation en région parisienne. Et donc, il y a d'autres hôpitaux de jour. Et il y a plein de patients qu'on voit nous en consultation, mais qui ne vont jamais venir en rééducation à Rothschild. Et qu'on va orienter vers une structure qui va travailler peut-être différemment, mais qui va travailler sur le même schéma, effectivement, avec cette collaboration multidisciplinaire. Et effectivement, après, pour d'autres régions, il y a des régions, effectivement, où il y a des centres de rééducation, il y a des régions plus on va dire, moins riches. Et c'est dans ces cas-là où parfois on prend des patients en hospitalisation qui viennent d'un petit peu plus loin, parce que justement, c'est un séjour en hospitalisation. Et l'objectif pour nous, c'est qu'ils partent avec toutes les armes. C'est justement ça, c'est de se dire, près de chez lui, il aura un kiné, il n'aura pas d'ergothérapeute parce qu'il est loin d'une structure de type centre de rééducation qui a un hôpital de jour. Il y a peut-être une seule orthophoniste dans la ville qui est débordée, donc l'objectif, c'est qu'il sache faire. Et vous avez vu sur le film que finalement, il y a eu des films avec des machines, il y a eu des choses très simples avec de la mousse, il y a eu des choses avec un bâton. C'est vrai qu'on peut faire aussi on peut faire des belles choses avec beaucoup de matériel, on peut faire plein de choses avec pas grand-chose. Et c'est ça notre idée, c'est de dire, c'est pas de dire on est une vitrine, il n'y a que chez nous que les choses se passent. Au contraire, on peut faire plein de choses, même avec peu de matériel. Vous avez donc l'air de bien vous occuper de vos patients, et notamment des patients FSH. Est-ce que vous avez mesuré des résultats quand on fait 4, 5, 6, 8 semaines d'hôpital de jour ou d'hôpital classique? Est-ce qu'on est dans des gains structurels, fonctionnels, un entretien plutôt optimisé? Est-ce que vous avez étudié ça? Et si oui, quels sont... Alors, pas d'études scientifiques au sens tel, avec une publication et des résultats sur la FSH. Oui, mais pas d'études scientifiques. Après, effectivement, oui, il y a des gains mesurés justement sur la force musculaire que l'on mesure sur les machines, Carmen vous a montré. Donc, effectivement, des gains et des gains sur les échelles cliniques, c'est-à-dire sur le périmètre de marche, sur des échelles d'équilibre, le tableau où il y avait avec des scores chiffrés. Après, il y a des gains aussi très subjectifs du patient et des gains effectivement dans la vie quotidienne, des activités, c'est les gains que l'on dit fonctionnels, qui sont peut-être moins mesurables, mais en même temps, quelqu'un qui ne sortait plus et qui ressort à la boulangerie, c'est un gain. Quelqu'un qui a un petit jardin et qui faisait plus son jardin et qui refait un peu de jardin, c'est un gain aussi. Enfin, ou un périmètre de marche qui augmente, oui. Donc, mais pas de mesures scientifiques. Il y a des choses en cours, mais pas sur la FSH en tout cas publiées. S'il est difficile d'être pris en charge par votre hôpital, est-ce qu'il existe d'autres centres qui ont à peu près le même schéma de traitement? Alors, parce que je pense que votre capacité d'acceptation est limitée. Oui. Je dirais qu'il y a tous les centres de rééducation
peuvent proposer une prise en charge rééducative avec des choses qui sont quand même communes à plein d'autres maladies. Donc il y a plein de choses de bon sens, et donc même un centre qui n'a pas forcément l'habitude d'avoir beaucoup de patients FSH ou beaucoup de maladies musculaires peut tout à fait être à même de prendre un patient si c'est le centre de rééducation qui est proche de chez lui. Et après, c'est vrai que ça arrive tout à fait qu'il y ait des patients qui partent en province, qui quittent, et qu'il y ait des liens, en fait, des prises de renseignements. Donc après, c'est difficile de faire une généralité sur d'autres régions, et bien entendu, il y aura des structures où il y aura des centres qui ne voudront pas et qui diront non, on ne prend pas ce type de pathologie, et là, on se heurte à l'inégalité de la répartition géographique. Mais oui, en région parisienne, il y a plein d'autres centres à qui on envoie d'autres patients en hôpital de jour. Est-ce qu'il y a une liste est-ce qu'il y a une liste exhaustive qui nous donne sur le territoire national ou en Ile-de-France ou n'importe où, partout, ces centres-là, mais genre avec un nom, une adresse, un numéro de téléphone? Les centres de rééducation en général, oui. Et si, en fait, quand on tape centre de rééducation d'une région, on accède à des sites qui donnent une liste des centres, et parfois on a des indications très vagues sur les pathologies accueillies, pathologies neurologiques, orthopédiques, neurologiques. C'est vrai, après ça ne vous détaille pas. Voilà, ça va vous dire où il y a un centre, et théoriquement le type de pathologie qu'il accueille, mais sans détailler. Et donc après, effectivement, c'est par le bouche à oreille, c'est par la connaissance. Mais voilà. Vous devez bien connaître ceux qui s'occupent spécialement bah oui, des nous, messages comme vous. Oui. Et donc là, est-ce qu'on pourrait avoir cette liste de ceux qui sont vraiment spécialisés FSH? Il n'y a pas beaucoup de centres spécialisés FSH, mais il y a beaucoup de centres où il n'y a pas écrit spécialisé FSH, mais qui pourront tout à fait prendre en charge correctement. Est-ce que vous pourriez apporter une aide dans cette recherche? En fait, en pratique, pour ma part, les patients que je vois, je regarde où ils habitent et je leur dis, vous pourriez aller là. Mais je n'ai pas de liste type pour toutes les régions. Après, c'est vrai qu'on connaît moins les régions hautes que la région parisienne. Même si c'est un petit milieu et qu'on finit par connaître certains endroits, mais il y a des régions où je ne connais rien du tout. En région parisienne, pour notre cas, on connaît bien vers qui on peut envoyer. Et en région lyonnaise, vous connaissez? C'est pas Patuli. Alors pas du tout, justement. Mais pas du tout. Pour les enfants, vous avez un endroit. Oui. Pour les enfants, il y a quelque chose. Est-ce que vous avez quelque chose pour les enfants où on pourrait aller voir? Pour les enfants, est-ce qu'il y a un centre à Paris. Peu importe où. À Saint-Maurice. En région parisienne, il y a Saint-Maurice. Il y a Saint-Maurice. Il y a Garches qui s'occupe Oui, beaucoup oui, d'enfants. oui. Il y a Garches et Saint-Maurice, oui. Après, dans une région, effectivement, les médecins qui suivent, que ce soit l'adulte ou que ce soit pour l'enfant les pédiatres, en général, ils ont leur propre réseau de soins et leurs référents vers qui ils orientent, et qui après peuvent guider, je ne sais pas, enfin... dans les... non, on est pas là. On a un grand centre de rééducation sur Bordeaux, et on leur a demandé, et ils ne connaissent pas, on ne traite pas ce type de maladie. Mais à Bordeaux, il y a un centre de référence Oui. avec des thérapeutes. Parce que quand on va aux journées de la FM, il y a des kinés qui présentent des travaux de Bordeaux. Parce que nous, notre neurologue ne nous donne aucune indication. On se débrouille. Pour le Gassi, à Bordeaux. Ah oui, la tour de Gassi. On y est allé, ils ne connaissaient pas. Non, on y est allé. Non, ils ne font pas de rééducation. Ce type de formation. Au niveau kiné, comme ça, dans tous les centres, aider à ce niveau-là. Enfin, je pense que c'est une question de motivation. Je pense que c'est une question de motivation parce que la formation kiné, elle est de base à l'école. Voilà. Derrière, il suffit de regarder son patient, d'en faire le bilan et de le rééduquer en fonction d'un bilan. N'importe quel kiné est capable de le faire s'il a fait ses études. Donc, former des kinés à prendre en charge des maladies, quelles qu'elles soient, on l'a appris à la base. C'est pas évident pour tout le monde, il faut croire. L'inconvénient, c'est que
il est plus facile de prendre quelqu'un qui a mal au dos, quelqu'un qui s'est cassé la cheville, que de prendre dans sa globalité un patient qui prend du temps et qui va lui rapporter moins d'argent. Il faut être clair. C'est pour un kiné de fil. Maintenant, nous, on s'intéresse essentiellement à ça et moi, je suis beaucoup plus intéressée par vous que par quelqu'un qui a mal au dos. Donc, c'est juste une question d'orientation professionnelle. Mais tout le monde est capable de prendre en charge tous les patients à partir du moment où vous avez fait. Voilà. Et il y a des kinés de ville qui s'y intéressent énormément. Il y a des kinés de ville qui ne s'intéressent qu'à la neurologie et qui ne veulent que des patients. Donc il faut frapper aux portes. Excusez-moi, je suis kinésithérapeute. Alors la cotation pour quelqu'un qui est en fait elle est très intéressante pour un kiné, c'est la plus grosse cotation. C'est vrai, sauf que nous, on prend les patients. Je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord. La cotation est la plus lourde. La cotation est la plus lourde parce que ça vous intéresse, mais moi je connais beaucoup de kinés libéraux. Il faut au moins 1 heure pour un patient comme ça, minimum 1 heure. C'est 11, c'est pas 12. C'est 11. Mais c'est pas grave. Non, mais je comprends bien. Mais moi, je connais beaucoup de kinés qui n'en veulent pas parce que. Je suis kinésithérapeute, ça fait des années que je suis une petite enfant qui est atteinte et maintenant jeune fille. Je peux vous dire que quand on cherche et qu'on essaye d'avoir des documents là-dessus ou des trucs, moi ça fait 15 ans, et ben, je suis quand même, j'ai rien trouvé. Et en fait, l'évolution. Au départ, on nous a dit surtout pas toucher les muscles, il faut faire que. Oui, ça c'est vrai. Donc ça évolue sans arrêt. Donc un kinésithérapeute en libéral, il va avoir du mal. On cherche des gens chez les enfants, entre autres. Sauf erreur de ma part, il y avait jusqu'à l'année dernière que 100 enfants répertoriés. Il n'y a aucun endroit où on peut arriver de quelqu'un qui va être spécialisé dans la pathologie. On ne peut pas récupérer dans un cabinet. Les enfants sont répertoriés sur toute la France. Il n'y a pas un seul kiné qui peut être spécialisé dans cette pathologie-là. C'est pas possible. À moins d'être à côté de chez vous et que vous leur en... Mais c'est difficile quand même. Mais c'est vrai que. C'est difficile pour le patient qui cherche, c'est quand même assez difficile. Bon, je vois beaucoup d'enfants dans d'autres pathologies. Je peux vous dire que c'est pas que les kinés, d'abord, on manque de kinésithérapeutes. Il y a des soins, même pour des problèmes de colonne, on ne les a pas forcément. C'est difficile pour les gens de trouver. Et quand les parents viennent pour, il faut faire 30 km pour venir chez un kinésithérapeute, c'est pas très facile. Donc c'est vrai que là, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Et quand vous dites que tout kinésithérapeute est habilité, sur la myopathie, on leur en parle pratiquement pas. Sur cette pathologie sur la FSH, on leur en parle pas à l'école. Du tout. Et il n'y a aucune formation. Non, j'en ai jamais vu. Je suis bien d'accord, sauf qu'à partir du moment où vous faites le bilan du patient, vous voyez bien ses difficultés. Et vous savez évaluer vos objectifs et les indications thérapeutiques. Oui, je suis d'accord. Mais il n'y a jamais eu, je voudrais quand même que les centres puissent aussi faire de la formation pour que les kinés puissent s'y intéresser. Ben nous, on ne demande que ça, pourquoi pas Juste rapidement, madame, rapidement pour répondre à votre question, Benoît Chevalier, qui est kinésithérapeute libéral à Poitiers, a une formation sur la prise en charge rééducative des maladies neuromusculaires pour les kinés. Oui, neuromusculaire, mais c'est vaste. Oui, mais il parle de la SSH en charge de les enfants hémiplégiques, il n'y a pas un hémiplégique qui va prendre un enfant hémiplégique. La littérature scientifique, elle évolue quand même chaque année ou tous les 2 ans. Il y a quand même des mesures de suivi par rapport à la FSH, où il y a eu cette année, en début d'année ou en fin d'année dernière, un article américain qui refaisait le point complètement sur le suivi de la FSH. Il y a quand même de temps en temps des publications qui sont là. La dernière, il y a aussi la fiche Orphanet, chaque maladie, où il y a quand même 7 à 8 pages d'écrits qui sont vérifiés régulièrement et qui donnent les bases de la maladie. Et sur ces 8 pages, on va un petit peu plus loin que le PABA, quoi. Donc, et ce sont des choses qui sont revérifiées par les associations. Donc, bien sûr, je suis d'accord, mais ça a évolué beaucoup entre la civilisation. Il n'y a pas franchement de protocole établi. Il n'y a pas de protocole établi. Il y a des gens qui intéressent, mais il y a quand même. C'est difficile pour le patient d'arriver à trouver un kiné qui va pouvoir
avoir le temps de faire une recherche plus particulière. Oui, mais D'accord. bon, dans une maladie, il y a toujours la largeur d'un spectre clinique. Et comme le dit l'équipe de Rothschild, on ne peut pas s'affranchir d'un bilan individuel pour savoir ce que l'on doit démarrer. Mais pour C'est vrai continuer. que pour le patient, c'est difficile. Enfin, pour le patient, je pense que c'est très difficile à trouver. Mais c'est vrai que ce que vous avez dit au départ, c'est que pendant longtemps, effectivement, on a dit on touche pas, on ne fait pas. Et donc, effectivement, il y a eu ensuite une évolution sur le fait qu'on pouvait faire des choses et qu'il y a parfois des craintes et qui sont difficiles à vaincre et que selon les thérapeutes qui ont appris des choses, effectivement, ils n'ont pas forcément... ils continuent à avoir un petit peu des peurs par rapport à certains gestes, mais que même sans avoir une formation... D'abord, il y a peu de maladies, quelles qu'elles soient, où il y a réellement un protocole très précis de prise en charge, que ce soit d'autres maladies neuromusculaires ou d'autres, et que ce qu'a dit Sophie, c'est qu'effectivement, il y a plein de choses de bon sens, et que le kiné de ville, s'il veut, va voir le patient, va faire son bilan, va peut-être effectivement avoir peut-être des appréhensions parce qu'il avait appris qu'il ne fallait pas toucher, et il peut avoir quelques prises d'appréhension, mais s'il veut, en fonction de son bilan, il y a un travail de bon sens qui a été appris en école de kiné, et qui après demande peut-être effectivement qu'il se renseigne, comme a dit monsieur, sur Orphanet, je veux dire, en tapant très vite, on lit des petites choses, et après, libre à soi de dire, bon, ça ne m'intéresse pas trop, j'ai un peu peur et je ne veux pas aller plus loin, mais on peut faire des choses de bon sens dans le travail. Il y a du travail à faire en fait, de formation. Et il faut qu'il y ait une motivation aussi des thérapeutes qui s'y intéressent. Et qui effectivement ne disent pas aux patients quand ils appellent, ah vous avez telle maladie, ah non, non, je ne prends pas ça. Mais si ne se sent pas, c'est quand même plus simple. Dans ce cas, il ne sentira pas ni l'hémiplégie, ni la sclérose en plaques, ni... Voilà. Tout le monde ne peut pas tout voir. Voilà. En kinésithérapie, vous peut-être mieux dire j'en suis pas capable que de dire je vais prendre et je peux faire n'importe quoi. Mais je pense qu'un kiné de ville qui prend des pathologies neurologiques prendra celle-là autant qu'une autre. Voilà. Mais après, il y a le kiné qui dit non, moi je ne prends que de l'orthopédie, je ne fais que du mésière, je ne fais que ci. Mais un kiné de ville qui fait de la neuro, même s'il n'a jamais vu de FSH, il s'y mettra et il fera un bon travail. Je crois que pour conclure, je dirais, c'est au patient de prendre son bâton de mais il faut taper à la porte. Et de tester. Voilà. Quand vous allez chercher du pain, vous faites plusieurs boulangeries pour avoir le pain qui vous convient. Et même pas que pour la kinésithérapie. C'est à peu près pareil. Ça peut être pesant et je comprends effectivement la demande de liste, mais malheureusement. Je vais vous remercier. Vous êtes exposé vraiment à